Bienvenue à toutes et à tous dans le studio improvisé du collectif Hors du commun à Andelsheim, dans le Haut-Rhin. Il est 13 heures et on a déjà presque pris l'habitude depuis mercredi et jeudi de nous retrouver à 13 heures, ici même, pour parler de l'aidance au travail. Bienvenue dans les assises de l'audace. Alors pourquoi de l'audace? Parce qu'il en faut bien. Il en faut bien aussi pour accueillir la vulnérabilité et toute forme de fragilité en emploi dans le milieu professionnel. Et ce que, avec mes collègues expertes, nous avons choisi comme, je dirais, sous-titre, comme explication de ces assises, conjuguer travail et aidance pour un management bienveillant et performant. Et ça, c'est très important pour nous, puisque l'un ne va pas sans l'autre. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir deux personnes qui vont nous apporter un témoignage sur leur situation d'aidance. Sandrine aussi, qui représente la plateforme de Répit 68, et ma chère collègue Frédéric Hillet. Mais avant cela, quelques rappels par rapport à ce qu'on s'était déjà dit mercredi et jeudi, puisqu'il s'agit bien d'un cycle. Il s'agit de trois séquences qui sont intimement liées. Nous avons abordé la question de temporalité sur les questions de l'aidance, sur ce sujet. Nous avons abordé la question de l'espace tant personnel que professionnel, et dans cet espace, on a également inclus les trajectoires. Pourquoi ces questions-là? Parce qu'ici, dans cette association, Collectif Hors du commun, ce qui nous tient beaucoup à cœur, c'est l'employabilité, c'est la stabilisation des personnes dans l'activité qu'ils ont choisie, c'est également le bien vivre au travail, le bien vivre ensemble. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous terminons avec vous, chères mesdames, pour parler du sujet qui va davantage concerner peut-être la posture managériale. Parce que quand on a quelqu'un qui a besoin de partager une situation de fragilité ou de vulnérabilité, autour de lui, autour d'elle, il y a un environnement. Il y a des collègues, il y a des managers, il y a des DRH. Bien évidemment, ça dépend aussi de la structuration de l'organisation. Alors, nous allons démarrer par tout simplement une entrée dans la matière avec vos expériences personnelles, Isabelle et Sylvie. Et encore une fois, je tiens à vous remercier toutes les trois d'être venues du sud de l'Alsace et de nous partager en quelques mots, vraiment de manière très synthétique, quelle était cette situation vécue de l'intérieur, quel était peut-être votre parcours d'aidante, sachant qu'aujourd'hui, ni l'une ni l'autre, vous n'êtes en activité professionnelle. Et donc, quelque part, vous allez nous parler d'une expérience qui est encore très récente, mais qui est plutôt au passé. Juste pour préciser un cadre par rapport aux questions des personnes qui nous regardent, ces questions, ils peuvent les écrire, ou les sujets sur lesquels ils souhaiteraient intervenir, qu'ils les écrivent sur le chat. Et à ce moment-là, Emmanuel et Diana, qui sont aux manettes, pourront nous les transmettre à la fin de ce webinaire. Excellente précision. Merci Frédéric. Eh bien, moi, je reviens vers vous, Isabelle et Sylvie. Commençons peut-être par Isabelle. Quelle était cette situation que vous avez connue de l'intérieur et votre contexte, en fait? Cette aidance dont on parle, oui. À quoi elle était liée? Alors, cette aidance, elle est liée, elle est encore toujours liée elle a démarré à la naissance de ma deuxième fille, qui est née en 1996. Donc, ça fait 28 ans que je suis l'aidante de ma fille, ma deuxième fille. Voilà. Donc, le contexte. Donc, tu as cumulé les soins, ou tout simplement être maman d'une enfant avec des besoins particuliers, oui. Et également l'activité professionnelle à temps plein, oui, n'est-ce pas? À temps plein. C'est en famille monoparentale, il était indispensable que je travaille. Voilà, de surcroît, voilà. Dans un contexte de monoparentalité. Et c'est vrai qu'en préparant cet échange, tu nous as partagé aussi que quelque part, tu te retrouves dans une situation d'une aidance double, ayant des parents déjà âgés et oui. À qui tu apportes aussi un soin nécessaire. Oui, que j'apporte, enfin que j'assiste aussi, puisque aujourd'hui, mes deux parents sont, maman est en EHPAD et papa
en appartement accompagné, mais voilà, ça me demande voire deux demi-journées par semaine d'accompagnement pour les petites courses ou les visites, tout simplement. Ce qui était aussi le cas quand tu étais en emploi. Donc, ou peut-être c'est à la fin de mon progressivement. Oui, à la fin, c'est arrivé très progressivement, plutôt à la fin. Voilà. Là encore, je rappelle que par rapport aux témoignages que nous avons eus mercredi ou jeudi, toutes les situations d'aidants sont extrêmement différentes. Les situations chez les employeurs sont absolument différentes. Et c'est vrai qu'on peut basculer, comme on a dit mercredi, dans l'aidance après un accident de trajet, par exemple, ce qui était le cas de Anne, ou alors y arriver plutôt progressivement. Et comme c'est le cas avec vous, être carrément dans une forme de double aidance, comme on dit un peu vulgairement, peut-être en situation de sandwich, puisque on apporte l'aide aux plus jeunes et aussi aux plus âgés. Sylvie, dans ton cas, comment c'était vécu? Comment ça s'est passé? Alors moi, le contexte est effectivement différent. J'étais toujours aidante en fait depuis toute petite parce que j'ai un frère plus âgé, handicapé, et donc je suis dans l'aidance depuis toujours. J'ai pendant 30 années à peu près accompagné mon frère en tant qu'aidante, son épouse et également leur petite fille. Et actuellement, je suis aidante de mes 3 enfants. J'ai 3 enfants, effectivement, où je suis aidante familiale actuellement, plus mes 2 parents. Mais là, comme disait Isabelle, c'est pas la même situation, c'est-à-dire c'est une situation d'aidante et effectivement parce qu'on va les voir plusieurs fois par semaine, mais en tout cas c'est pas la même aidance qu'on peut avoir sur des enfants en situation de maladie ou d'handicap, voilà. Donc, quelque part, une triple aidance. Hein. Je pense que là, c'est même une situation que moi-même, j'ai encore rarement vraiment observée. Sandrine Stocklen, donc tu es travailleur social à la plateforme de répit 68. Et alors, quand on entend parler pour la première fois de la plateforme de répit, on se dit, mais qu'est-ce que c'est finalement? C'est une plateforme, on entend parler des plateformes logistiques parfois, ou alors des plateformes en ligne, là par exemple Zoom qui nous permet aujourd'hui de diffuser, c'est aussi une plateforme. Qu'est-ce que c'est une plateforme de répit? Alors, la plateforme de répit, du coup, elle s'appelle PFR 68. Si on développe le nom, c'est plateforme de répit pour les aidants de personnes en situation de handicap dans le Haut-Rhin. Donc, en fait, comme le dit le nom, on accompagne en fait les aidants de tout le département qui accompagnent une personne en situation de handicap, que ce soit tout type de handicap, tout âge, mis à part en fait les personnes âgées atteintes de maladies neurodégénératives qui sont accompagnés par une autre plateforme. C'est encore une autre spécificité. Et donc, si je comprends bien, aujourd'hui, mesdames, et organisée par ou fédérée par la plateforme, vous avez une activité ou un groupe qui s'appelle même les ambassadeurs. Oui. Hein, les ambassadeurs de l'aidance, donc qui vient de commencer ses travaux. Combien de personnes font partie de ce groupe? On connaît 6. Oui, là, pour l'instant, ça vient de démarrer. Il y a 6 personnes. Un groupe qui vient de démarrer, oui. Pour sensibiliser, pour informer, pour agir sur des projets ponctuels autour de la communication sur la situation de l'aidance. Tout à fait. Également, avoir de nouveaux projets, défendre certains points de vue, essayer d'aider d'autres aidants, apporter notre expertise aux aidants aujourd'hui qui arrivent à la plateforme. En tout cas, c'est vraiment d'être en lien entre parents ou entre proches aidants, tout simplement. Moi, juste par rapport à la plateforme de répit, je voulais savoir, en fait, le répit, c'est-à-dire vous accueillez les gens pour venir dormir et se reposer, ou c'est juste concrètement il y a des couvertures, des couvertes. Non, pas du tout. On doit trouver des colonies de vacances. On va pouvoir en trouver parce qu'il y a un foyer à côté, donc oui, ça plaît. Mais nous, c'est pas notre rôle. Nous, notre rôle, en fait, c'est on est là en tant que facilitateur, c'est-à-dire que l'aidant, quand il va demander de l'aide, il va souvent appeler plusieurs personnes avant de tomber sur le bon interlocuteur. Et du coup, nous, en fait, on va lui faciliter les choses parce qu'on va répertorier tout ce qui est au niveau du département et même au-delà qui pourrait leur convenir. Et en fait, quand ils vont nous appeler en nous disant on a besoin, par exemple, d'un accueil temporaire, eh ben, on va l'orienter directement vers le bon endroit. Voilà. Est-ce que ça arrive que les managers ou les personnes qui sont en lien avec les aidants du point de vue professionnel vous contactent? Est-ce que c'est déjà arrivé? Personnellement, non.
Après, moi, j'ai débuté seulement au mois d'octobre dernier. J'ai pas encore. Là, depuis le mois d'octobre, il n'y a pas eu de sollicitation par les employeurs ou par les collègues. Or, notre propos, justement, au cœur de ces assises, c'est comment dire, de porter ce message aussi aux managers, à tout l'environnement professionnel des aidants, pour dire que globalement, c'est tout à fait normal de ne pas savoir comment agir, comment se comporter, comment orienter ou comment informer quelqu'un qui se retrouve dans cette situation. Frédéric, dans ta pratique de manager de transition, de coach, de facilitatrice, d'accompagnatrice aussi de la posture managériale, dans quelle mesure il t'arrive de rencontrer des situations où la personne se retrouve démunie, elle sent quelque chose, parce qu'il y a effectivement parfois il peut y avoir une très grande sensibilité de la part des collaborateurs, des collègues, mais comme une sorte de blocage. On ne sait pas, comment se comporter, comment agir. Oui, c'est exactement ça. C'est que la difficulté, c'est de ce que je perçois moi en tant que collègue de travail ou en tant que responsable chef de service. Je vois bien qu'il y a quelque chose qui a changé chez la personne avec qui je travaille. Et souvent les personnes disent, ben, je ne sais pas et je n'ose pas surtout. Je n'ose pas parce que ici c'est le travail. Et au travail, ça semble bien se passer, donc ça relève pas du travail et ça relève peut-être de la sphère personnelle. Et alors, les personnes, quand on discute avec, oui, on peut discuter à table de tas de choses, d'activités, de ce qu'on a fait le week-end. Et là, je commence à sentir que la collègue se referme parce qu'elle peut pas échanger de la même manière ou elle a pas envie d'échanger de la même manière. C'est-à-dire qu'on sent que la personne est en capacité peut-être de parler un peu de ce qu'elle fait sur son temps personnel, mais ça va vite toucher l'intime. Et l'intime, c'est aussi les émotions, c'est ce que je ressens. Et souvent, en tout cas, les responsables, les managers ne savent pas comment faire avec leur propre vulnérabilité, parce que c'est ce que ça renvoie. C'est aussi que la personne en face traverse, en tout cas, une période où sa vulnérabilité est plus forte. Et moi, en tant que manager, j'ai pas du tout été formée à ça. Je ne sais pas gérer ça et je ne sais même pas comment offrir cet espace d'expression et comment aborder mon collègue ou mon collaborateur par rapport à ce sujet. Donc, il s'agit d'abord de travailler avec la personne pour qu'elle puisse se connaître, pouvoir aller vers l'autre. Et d'ailleurs, ça serait intéressant de savoir comment vous l'avez vécu dans ce moment. Parce que, en fait, la difficulté, c'est qu'est-ce qui va déclencher la possibilité aux salariés ou aux collègues de travail de pouvoir en parler. Qu'est-ce qui va permettre? C'est quoi la permission qui m'est donnée d'une façon officielle ou d'une façon non officielle? Quel espace j'ai construit autour pour que je puisse déposer ce qui ne va plus à la maison ou ce qui ne va pas à la maison? Isabelle, c'est la question qu'on voulait absolument te poser, tout comme Sylvie. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça s'est déclenché? Comment ça s'est installé? Alors, j'allais dire, je ne sais pas si le mot facile est approprié, mais en fait, j'ai travaillé, j'ai mes 30 ans de carrière professionnelle et je l'ai fait dans le milieu de la petite enfance. Voilà. Donc, je trouve que ça m'a permis, enfin, en tout cas, ça a favorisé les échanges autour de mes difficultés. Pourquoi? Parce que, eh bien, quand on a des collègues, voilà, qui sont dans le milieu de la petite enfance, on échange autour de l'éducation, du développement de l'enfant. À cette période-là, en 96, ma fille a été accueillie dans la même crèche dans laquelle je travaillais à mi-temps. Donc, ben voilà, tout est parti de là, en fait, de l'échange autour des difficultés de ma fille. Et puis, d'une certaine façon, ça a officieusement acté ma position de maman aidante. Voilà, et ça a continué, je veux dire, le parcours s'est fait, il a grandi au fur et à mesure, comme ça, avec mes différentes collègues, au fur et à mesure des changements qui sont intervenus pour Sarah et moi dans ce parcours-là, qui dure quand même depuis 28 ans, quoi, voilà, qui est sans cesse en mouvement. Et donc, ça a été facilité peut-être par l'environnement professionnel. Voilà, je pense qu'en fonction de la nature de l'entreprise, peut-être, et des fonctions qu'on exerce, il y a des choses qui peuvent se passer plus ou moins simplement. Tu nous as partagé également, Isabelle, que tu as éduqué ton enfant dans la situation de monoparentalité. Oui. Donc, il y avait aussi cet élément qui faisait que
plusieurs, je dirais, plusieurs situations particulières hein, se sont articulées autour de toi. Oui, alors je pense qu'effectivement, étant dans la situation monoparentale et peut-être que du coup, dans la difficulté de trouver parfois ou du partage à domicile ou à la maison, hein, quand je revenais, eh bien, peut-être que j'ai choisi aussi plus facilement de partager cela avec mes collègues de travail de façon, toujours en restant dans un certain respect, c'est-à-dire qu'il ne fallait pas que ça empiète non plus sur des priorités au travail, mais il y a quand même eu ce partage-là qui a pu se faire. Voilà. Alors, je pense qu'on reviendra un peu plus tard. Si j'ai été claire dans ma réponse. Absolument. On reviendra sur les modalités, quelque part, sur finalement ce qui a pu être aménagé, aménageable, quel était le périmètre. Et finalement, on a bien compris que l'écoute était là, la compréhension. Néanmoins, j'imagine que même dans le cadre professionnel, il pouvait y avoir aussi des contraintes d'une certaine manière non négociables. Alors, quelle était la marge hein. Mais on y reviendra. Sylvie, dans ton expérience, comme nous avons échangé au préalable, tu as eu plusieurs employeurs, donc il y a eu plusieurs expériences. Or, la vie était la même. Voilà, elle ne changeait pas. Elle a évolué aussi, mais d'une certaine manière, voilà, tu as connu plusieurs environnements professionnels avec ta situation personnelle. Même question que pour Isabelle. Qu'est-ce qui a pu te donner la possibilité, qu'est-ce qui a déclenché la possibilité de te confier, de dévoiler quelque part la situation? Alors effectivement, il y a eu plusieurs situations professionnelles, ça a été différent. En tout cas, ça a toujours été, je l'ai évoqué très souvent par obligation parce qu'à un moment donné, il y a une difficulté. En fait, on se retrouve face à une difficulté de fonctionnement par une difficulté de rendez-vous médicaux que je n'arrivais pas à gérer. En tout cas, ça s'est toujours fait un peu par obligation parce qu'à un moment donné, on ne peut plus le cacher tout simplement et qu'on ne peut plus faire comme si ça n'existait pas. Donc, on en parle et moi, j'ai vraiment eu, comme Isabelle, la chance d'avoir des employeurs compréhensifs. On verra peut-être les modalités par la suite, mais en tout cas, c'est vrai que ces employeurs étaient compréhensifs, mais en même temps, ça reste toujours compliqué parce que il y a une sphère professionnelle, il y a une sphère personnelle, et très souvent, quel est le fil entre les deux, c'est un peu compliqué parce qu'on est quand même amené à donner des éléments personnels sur un temps professionnel parce que ça justifie son absence ou sa demande d'absence. De l'autre côté, comme dit, j'ai toujours eu des employeurs qui étaient effectivement dans la compréhension, ils essayaient en tout cas de trouver comment m'aider et comprenaient ma situation. Après, la plus grosse difficulté, c'est qu'en fait, il n'y a pas de contexte aujourd'hui qui permet à un employeur de dire mais en tant qu'aidant, cette personne, elle a droit à ceci, elle a le droit de s'absenter, elle a le droit d'avoir des horaires flexibles, ça n'existe pas aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qui justifiait d'avoir effectivement des absences récupérées à différents moments? Mais voilà pourquoi j'avais la possibilité de faire des choses qui n'étaient peut-être pas octroyées aux autres. L'employeur ne peut pas. Il y a un cadre, donc il faut effectivement essayer de rentrer dans ce cadre entre ma situation, mes obligations, mes besoins et le cadre de travail, quoi. Et c'est là où c'est souvent très, très compliqué. Et je pense que là-dessus, il y a effectivement, et pas à l'employeur c'est pas à l'employeur aujourd'hui d'avancer là-dessus. Je pense qu'il y a vraiment un cadre complet à créer pour tous les employeurs, pour que ce rôle d'aidant, on parle aujourd'hui qu'une personne sur 4 sera aidante d'ici quelques années. Donc, je pense qu'il y a vraiment un statut à créer avec effectivement des possibilités d'aménagement d'horaire. Alors, un statut, là, je te rejoins parfaitement. Maintenant, je ne verrai pas les choses tout à fait de la même manière. Tu as dit tout à l'heure, ce n'est pas à l'employeur. Il y a quand même des choses que l'on peut introduire, auxquelles on peut ouvrir les portes de sa structure, puisque, encore une fois, on parle des employeurs publics, privés, associatifs. Je dirais, l'aidance ne s'arrête pas à la porte, on n'a pas le monopole de salariés aidants en fonction de notre statut. Sandrine, toi qui rencontres finalement les personnes en situation d'aidance, je dirais au quotidien, très régulièrement, j'imagine que bien sûr il y a des personnes qui ont déjà terminé leur vie professionnelle et donc l'aidance amène d'autres difficultés peut-être, plus liées aussi à l'âge de l'aidant. Mais y a-t-il quand même des situations où
un salarié te partage, comme Sylvie, Isabelle, le contexte dans lequel il exerce aujourd'hui, les contraintes. Qu'as-tu peut-être déjà entendu comme commentaire, parce que vous avez cette richesse d'être au plus près, au plus proche des proches aidants. Oui. En fait, moi, la question du travail, en général, c'est une question problématique pour les aidants que j'accompagne. Que tu sens plutôt comme oui, c'est jamais simple. Effectivement, il y a des aides qui peuvent être sollicitées, mais finalement, les critères sont tellement restrictifs que soit on rentre pas dans les cases, soit la location dont on peut bénéficier ne couvre pas la totalité de la perte de salaire. Et après, c'est des gens, par exemple, là, j'ai rencontré une maman, elle est seule avec son enfant, elle est payée en chèque emploi-service. Et du coup, quand son fils il est à la maison, elle organise une prise en charge, mais le prestataire ne vient pas. Il la prévient la veille. Du coup, elle peut pas aller travailler, elle n'a pas de salaire. Et en fait, souvent, c'est des situations comme ça. C'est assez compliqué. Et voilà, donc du coup, de toute façon, ça reste du cas par cas, parce que ce qui est valable pour une aidante ne sera pas valable pour l'autre. Pourrais-tu peut-être même rencontrer des situations où la personne se posait carrément la question d'arrêter son emploi, peut-être pas du tout parce qu'elle avait largement d'autres moyens de gagner sa vie, mais tout simplement parce que la charge devenait tellement insupportable qu'à un moment donné, oui, on donne la priorité à son proche. Oui, mais ça, c'est la majorité des gens ne travaillent plus, ou on demandait un 80% et finalement se retrouve avec un mi-temps, et finalement, c'est encore pas compatible, parce que les jours où ils sont censés travailler, le rendez-vous médical demandé 6 mois avant, il va tomber pile sur un jour où je suis censée travailler. Et du coup, c'est compliqué. C'est compliqué. Qu'est-ce que ça peut engendrer finalement dans un collectif de travail? J'étais sensible à votre remarque. Il ne faut pas que l'attitude par rapport à moi crée un précédent au niveau d'un collectif, puisque bien évidemment, mine de rien, au travail, on est quand même là pour travailler. Il y a un objectif, et souvent un objectif aussi d'une forme de rentabilité. Comment aujourd'hui on peut concilier cette fameuse rentabilité, performance et une ouverture et une écoute à l'autre? Cette question, elle renvoie au sujet aussi qui a été abordé hier par les compétences d'Aurélie Réméter sur le découpage aussi des compétences et des tâches qui sont confiées aux différentes personnes du collectif travail, de l'équipe, dont fait partie la personne aidante. Et c'est au-delà de se dire je vais t'alléger ta charge de travail, je vais te donner une autre mission. Là, on est tout de suite dans la recherche en fait d'une réponse assez immédiate, parce que il y a aussi cette forme d'urgence et cette temporalité dont on a parlé les jours précédents qui va changer. Mais finalement, ça peut être aussi intéressant de mettre vraiment tout à plat et de venir redécouper précisément les tâches de chacun et de chacune, et de voir comment ça peut être redistribué, en sachant que si, pour prendre le cas de Sylvie, si tu permets, par rapport à ce que tu disais sur tout à l'heure en off quand on préparait, que finalement, même ton temps partiel n'était plus adapté, puisque les rendez-vous médicaux, comme tu le disais Sandrine, ne tombaient pas sur les jours où tu ne travaillais pas. C'est de voir quel type de mission peut-être plus en trame de fond d'un service de travail peut être confié, avec parfois sans forcément avoir des exécutions de tâches immédiates, mais qui te permettent de rester avec un pied dans l'activité professionnelle. Et toutes les deux, vous louiez la facilité que vous aviez eue avec votre espace de travail, votre employeur aussi, de pouvoir gérer cette identité d'aidante et ce deuxième métier d'aidante. Et en même temps, peut-être que là, il y a un appui spécifique à apporter aux employeurs, aux managers, en leur disant il y a peut-être d'autres possibles qu'on peut envisager. Et c'est tout à leur honneur que de vouloir rester dans le cadre de la loi qui existe. Mais je trouve que cette notion, effectivement, de ne pas vouloir faire de précédent, elle est extrêmement importante. C'est-à-dire qu'au-delà de se dire bon, je vais absolument aider cette salariée parce que c'est important pour elle, c'est comment je fais avec l'ensemble d'un collectif. Exactement, l'ensemble du collectif. Et c'est normal que les managers, les responsables d'entreprise ou les directeurs, etc., ou même les gens aux ressources humaines,
ne sachent pas forcément comment faire parce qu'ils ne sont pas préparés. Exactement, ils ne sont pas préparés, ils ne sont pas formés. On est vraiment, et comme tu le disais tout à l'heure, en 2030, un salarié sur 4 sera aidant. Donc, il est temps maintenant, justement, de venir travailler sur cette notion-là pour préparer les collectifs de travail dans la globalité. Oui. Tu voulais rajouter quelque chose? Oui, je voulais juste te dire qu'il me semble important que ce qui est très important, c'est qu'ils soient sensibilisés à la situation d'aidants, qu'ils apprennent à connaître, en guillemets, ce que c'est qu'un aidant avant de pouvoir passer aux modalités d'application concrète. Parce que je pense que souvent, c'est peut-être là que ça fait déjà au départ défaut. Qu'est-ce que c'est qu'un aidant et quelle est la vie d'un aidant? Qu'est-ce qui se passe? Enfin, il me semble important, je ne sais pas. Là, je te rejoins, Isabelle, en fait, parce que vraiment, en préparant et en travaillant sur ce projet, c'est quelque chose qui est devenu une évidence, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de mode d'emploi, il n'y a pas de mode opératoire. Et comme on le disait tout à l'heure, à chaque personne, sa situation, son histoire et une recherche de solutions ensemble, pas juste moi et mon chef de service, ou comment trouver des solutions. Et ça part d'un premier point qui est la sensibilisation. Et comment sensibiliser? C'est à travers des situations, des témoignages, des modalités, des outils comme par exemple le théâtre d'intervention aussi, qui est aussi l'exposé de situations où on va venir là mettre en avant des relations et permettre à des gens d'intervenir, dire « Ah oui, moi j'aurais peut-être voulu qu'on me dise cela, ou j'aurais peut-être voulu que ça se passe comme ça », et de venir le rejouer et là voir comment les gens réagissent et quelle émotion, quelle sensibilité ça vient toucher, et à partir de ce moment-là, travailler ensemble en disant voilà, là, c'est une forme d'aidance, et il y en a autant que de personnes qui vivent cette situation. Exactement. Sylvie, tu as traversé plusieurs expériences professionnelles dans le cadre desquelles tu avais aussi des missions à haute responsabilité dans la structure. Y a-t-il eu des situations où toi-même, tu t'étais retrouvée à la place de celle qui était censée accueillir une information ou une sollicitation ou un besoin d'aménagement? Ça n'est pas arrivé dans le cadre de mon activité professionnelle, non. Mais c'est vrai que je pense que... Parce que quand même, c'est pas si récent que ça, le phénomène. J'étais sur une fonction RH il y a quelques années, ça remonte effectivement. Et je pense que c'est pas si évident que ça aujourd'hui, de cette approche-là. Frédéric l'expliquait tout à l'heure, quoi. On est vraiment dans une difficulté d'aller exprimer et d'aller... parce que c'est ces difficultés personnelles, pas professionnelles. Quelque part, ce sont des difficultés. Souvent, sur l'aspect professionnel, on aime mettre en avant tous nos aspects ou nos points positifs, mais pas forcément. Voilà, on n'a pas envie effectivement d'aller parler de choses négatives. Et donc, je pense qu'il y a vraiment un travail à faire sur l'approche. Et puis, je ne sais pas si aujourd'hui... je pense qu'on a évolué et on a beaucoup bougé sur les dernières années. Et c'est des actions comme ça qui vont faire que les choses vont permettre de plus facilement en parler. Mais je pense qu'effectivement, on n'est pas prêt à exprimer ses difficultés personnelles, sa fragilité. On viendra le faire. Moi, je l'ai fait quand j'ai dû passer à un temps partiel, quand j'ai dû passer à un mi-temps, parce qu'il fallait trouver des solutions et que c'était juste... on était arrivé au bout de ce qui était faisable. Donc voilà, à un moment donné, on le fait. Mais tant que... je dirais que c'était même déjà trop tard. Il aurait certainement fallu le faire en amont. Le bout du bout, tu te souviens, Frédéric, dont on parlait encore hier avec Martin, RRH, c'est quand on... comment dirais-je, cette acceptation de la vulnérabilité est le point de départ de quelque chose, ou le résultat d'une certaine culture qui quand même qui s'installe et qui comme une plante se cultive d'une certaine manière. Donc on ne peut pas dire non plus on verra comment les gens vont réagir, ou ça s'installe, ou ça s'improvise, ou c'est toujours interpersonnel. Personnellement, je crois beaucoup aussi dans une conscience que l'on peut apporter, puisque aujourd'hui les situations de fragilité, vulnérabilité sont très larges.
celle qui nous intéresse aujourd'hui, c'est ce cumul entre l'aidance et l'emploi, mais on peut prendre des tas de situations différentes, voilà, les violences, la monoparentalité, la santé mentale. C'est vrai que la frontière, encore une fois, devient tellement floue. Le personnel diffère dans le professionnel, et le professionnel, quelque part, est également de plus en plus présent. Je réponds encore un petit mail rapidement, ou je passe avoir un petit coup de fil. Donc finalement, on ne sait plus parfois où on est exactement. Justement, pour toi, Isabelle, quelles étaient les modalités justement de ton organisation pour faire face à la situation que tu vivais? Alors, ce qui s'est passé, c'est que cette profession que j'ai exercée, je faisais partie d'un service avec plusieurs partenaires, mais à mon poste, j'étais toute seule. C'était pas un travail d'équipe proprement dit au quotidien. Donc, ça m'a permis d'organiser, et mon employeur m'a autorisé à organiser mes horaires de travail. Donc, c'est vrai que j'ai pu adapter mes horaires de travail, par exemple, aux horaires de consultation pour Sarah, quoi. Il y a eu cette flexibilité-là des horaires, voilà. Alors, le télétravail était possible aussi, par exemple. J'ai choisi de ne pas le faire parce que j'avais besoin d'être à l'extérieur, vous voyez, voilà. Mais les aidants nous le disent, le travail est aussi souvent une bulle ou une respiration d'oxygène. C'est important parce que tout à l'heure, on parlait de solutions, et souvent la solution, c'est télétravail. Mais finalement, spontanément, je disais le télétravail, voilà. Moi, j'avais besoin de me retrouver au sein de mon univers professionnel pour pouvoir travailler. Mais ça, je le dis avec beaucoup de recul, je n'en avais pas conscience à ce moment-là. Je le dis maintenant parce que j'ai arrêté, mais ça m'a vraiment aidé, en guillemets, à tenir dans certaines circonstances qui étaient particulièrement difficiles. Je pouvais exister autrement en tant que maman dans cette difficulté-là, quoi. Et du coup, c'est important parce que ça permet de contrebalancer un peu ce qui est difficile à vivre, et ça permet d'avancer. Voilà. Donc, je reviens un peu à la question, j'ai un peu débordé, mais en fait, je pouvais organiser mon travail, mes horaires de travail, bien sûr, toujours en accord avec mon employeur. Il ne fallait pas que ce soit complètement hors cadre, mais quand même, ça pouvait dire que ça signifie que je pouvais m'absenter une demi-journée et puis récupérer à un autre moment, voilà, sans que ça pose de problème particulier, parce que je ne mettais pas une équipe en difficulté aussi. Ce qui aurait effectivement peut-être été différent si tu intervenais directement auprès des enfants ou des... Si j'avais travaillé avec une équipe complète, voilà, oui, parce que j'aurais pu déstabiliser tout le fonctionnement de l'équipe. Et c'est vrai que ça peut se produire très, très ponctuellement, et que je pense que mes collègues auraient été à l'écoute. Mais quand ça s'inscrit dans le temps et dans la durée, et qu'on sait que ça va être récurrent, c'est une autre question. C'est pour ça que, voilà, au-delà de l'histoire, c'est aussi la récurrence de la situation. Voilà. Pardon, il m'est arrivé d'être absente 5 semaines de temps. Ça a aussi demandé pour que je puisse reprendre le travail. Il y a aussi la famille, les proches, voilà, qui ont pris le relais à un moment. Voilà. Et certaines statistiques nous disent qu'environ 45-50% des aidants refusent une opportunité professionnelle par crainte, ou par difficulté, ou par anticipation des difficultés qui pourraient se produire à l'occasion de ce changement. Dans ton cas, Sylvie, dans cette vie professionnelle de plusieurs employeurs, en termes de formation ou de changement de poste ou de réorientation, comment le fait d'être aidante, le type d'aidante a joué? Effectivement, ça a une incidence, parce qu'aujourd'hui, partir sur un nouveau projet, sur une formation, quand on est aidante et qu'on ne sait pas si on sera là la semaine suivante, est-ce qu'on pourra être là tous les jours, s'engager sur une formation longue où il y a du temps de travail le soir, alors qu'on sait très bien qu'en termes d'horaire, c'est pas possible, c'est très compliqué. Après, il y a le fait de ne pas pouvoir s'engager effectivement sur ce genre de mission. Et de l'autre côté, il y a encore peu de temps, j'ai été effectivement contactée par pour une offre d'emploi, et effectivement, on m'a clairement dit que le profil était très bien, mais qu'aujourd'hui, on était plus sur du 35 heures, voire au-delà, et que par rapport à mes difficultés, parce que j'étais très claire dans la démarche, c'était juste pas possible. Ce que je peux comprendre, parce qu'effectivement, au vu du poste, c'était quelque chose qui n'était pas compatible. Aujourd'hui,
par rapport au vécu que j'ai eu, je vivais mal de mettre mes employeurs en difficulté parce qu'il y a des moments, il y a des dates butoirs, il y a des impératifs professionnels et que une circonstance personnelle fait que je ne suis pas présente. Et voilà, ce n'est pas de ma faute, ce n'est pas de la faute de l'employeur, mais en tout cas, tout le monde se retrouve en difficulté, voire même les collègues qui peuvent se retrouver en difficulté. Et donc là, effectivement, il y a aussi une remise en question de qu'est-ce que aujourd'hui je suis en capacité de faire ou d'accepter, enfin de faire, c'est peut-être pas le terme exact, mais en capacité de pouvoir accepter sans me mettre moi en difficulté, ni ma famille, ni mon employeur. Très souvent, je me dis que la seule, effectivement, la solution idéale, c'est effectivement de se mettre à son compte avec une flexibilité parce que les rendez-vous médicaux, vous les décidez pas. Ça peut être le matin, ça peut être l'après-midi. Voilà, donc c'est peut-être la solution. Je ne sais pas, mais en tout cas. On y reviendra. Hein. C'est quand même une question récurrente qui a encore été posée hier. Et nous, ici au collectif, c'était d'ailleurs même la naissance même du projet. On avait beaucoup de personnes qui choisissaient l'indépendance ou l'entrepreneuriat en poursuivant plutôt l'objectif de cette flexibilité et disponibilité. Malheureusement, sans savoir peut-être encore le contexte de l'exercice indépendant qui fait que quand on n'est pas en activité, quand on n'est pas productif, eh bien, on ne gagne pas d'argent. Et quand on ne gagne pas d'argent, eh bien, on peut difficilement par la suite être autonome et finalement subvenir aux besoins de ceux qui en ont besoin. Sandrine, j'aimerais te poser une question puisque dans ce que nous décrit Sylvie, il y a bien sûr cette question de projection, de capacité, de disponibilité. Alors, disponibilité de temps, mais aussi peut-être disponibilité intérieure. Exactement. Comment aujourd'hui on peut prendre en considération l'aider? On a beaucoup parlé des managers, on a parlé des aidants, mais finalement l'aider et la plateforme de répit, d'après ce que je comprends, peut aussi proposer des solutions qui peut-être, alors partiellement, j'imagine, créer cette disponibilité ou cette sensation. Voilà, il y a le répit, bien sûr, une fatigue que l'on peut connaître, mais jusqu'où les solutions qui sont à la connaissance de la plateforme vont pour peut-être permettre à l'aidant de dégager un peu de temps. Qu'est-ce qui existe finalement? Par rapport au travail, du coup? Bien sûr, puisque là, il s'agit vraiment de voir s'il y a des solutions qui existent. Les solutions, en fait, elles ne peuvent pas être pérennes. Parce qu'en fait, un aidant qui va avoir droit une personne qui va avoir droit à 90 jours de répit dans l'année, elle va avoir une notification de la MDPH pour aller en accueil temporaire, par exemple. Il existe plusieurs accueils temporaires sur le Haut-Rhin, mais comme j'expliquais avant, les critères de sélection sont restreints, donc l'enfant en question pourra prétendre à cet endroit, mais pas à celui-là. Il y a d'autres enfants qui font des demandes, on ne peut pas planifier longtemps à l'avance, on ne sait pas si on va avoir une place ou pas, et en fait, ce n'est pas des solutions qui peuvent permettre en fait aux parents de se projeter pour, vous me dites si j'ai faux, mais ce n'est pas des solutions qui peuvent être pérennes en fait, et qui peuvent permettre à un parent d'aller travailler au quotidien. Là-dedans, tu as même le sentiment, Isabelle, que finalement, si on fait une liste des aides, des dispositifs, des programmes, on aime bien ça, finalement, la liste va être longue. On ne pourrait pas dire qu'on soit dans une sorte de vide, ni juridique, ni financier. Or, si je comprends bien, après, quand on prend chaque situation individuelle, tricoter avec tout ça, sa vie professionnelle et personnelle reste quand même toujours un parcours de combattant quelque part. Ça reste un peu compliqué. Alors, quand j'entends parler Sandrine, ça me fait penser, c'est vrai qu'avec ma fille, il y a eu la solution à un moment de l'internat. Donc, en semaine, voilà. C'était pas forcément de gaieté de cœur, voilà, il y a eu, alors c'était pour d'autres raisons aussi que professionnelles, mais c'est vrai que ça m'a aussi permis de travailler plus sereinement l'internat. Le problème qu'il y a souvent avec les internats ou les instituts, c'est qu'il y a des listes d'attente conséquentes. Voilà. Ce qui veut dire que au moment, là, les choses, la vie a fait que les choses se sont un peu bien mise en place, mais c'est pas toujours le cas. Ça, c'est mon histoire. Voilà, dans les listes d'attente, c'est parfois tout de suite.
ou dans les 15 jours qu'il faut une place en internat, pendant 6 mois, 1 an, 3 ans, voilà. C'est ça aussi. Hein, il y a 2 temps, je me souviens, il y a le temps en fait de l'aidant et de sa situation, de comment il évolue, de comment il voit les choses. Et il y a le temps des institutions, des solutions qui ne correspondent pas. Et je rajouterais un 3e temps, c'est celui de l'emploi aussi, finalement. Parce que c'est intéressant ce que tu dis, on revient sur cette notion de temporalité, de temps qui passe, qui n'est pas du tout la même en fonction de la sphère où on se trouve et des acteurs. C'est ça. Et hier, on parlait de marathon et aujourd'hui, tout à l'heure, quand on préparait, j'ai entendu aussi une notion d'endurance. Il s'agit d'être sur le long terme et d'accuser aussi de savoir de gérer les obstacles pendant ce parcours, alors qu'à côté, il y a des formes d'urgence aussi et c'est la gestion de différentes temporalités. C'est ça. Et souvent, si je peux me permettre, les dispositifs sont souvent sur des périodes. Voilà, c'est des temps courts. Dans le handicap, on n'est pas sur ce champ-là. Et donc, c'est vrai qu'on est... souvent, ça ne répond pas aux critères. Après, on a les critères qui sont aussi des taux d'incapacité. Au-dessus d'un certain taux d'incapacité, il y a effectivement d'autres prises en charge qu'en dessous de 80%. Il y a également des critères qui sont des critères d'âge. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, jusqu'à 20 ans, il y a pas mal de choses qui existent et pas mal de prises en charge avec de l'attente, je l'entends, mais il y a quelque chose, il existe quelque chose. Au-delà, à l'âge adulte, il y a très souvent pas de prise en charge du tout, ou des prises en charge extérieures qui viennent à domicile. Et ça, c'est des notions de quelques heures, et ces quelques heures sont très trop minimes. Et c'est toujours à l'aidant d'être là à partir du moment où cette prise en charge n'a pas lieu, quoi. Ah oui, je reviens sur les 90 jours d'accueil temporaire, c'est ça que peut accorder la MDPH. 90 jours dans l'année, ça ne répond pas à suffisamment de temps, un temps de travail, voilà, par exemple. D'ailleurs, le sigle qu'on a déjà entendu plusieurs fois, donc MDPH, qui presque devient une sorte de sésame, puisque ouvre la possibilité à partir du moment où le handicap est reconnu. Si je ne me trompe pas, dans vos situations respectives, ça n'a pas toujours été le cas. C'est-à-dire que la situation que vous viviez en tant que parent n'était peut-être pas officiellement reconnue par les institutions, ce qui fait encore qu'on peut être dans une forme d'injonction paradoxale. Son enfant, on le connaît, on voit exactement ce qu'il peut faire, dans quelles circonstances, etc., sans pour autant avoir la reconnaissance officielle qui, probablement, je ne veux pas m'exprimer à votre place, permet aussi à l'employeur d'avoir des leviers dans ce cas-là. Mais là, on se retrouve carrément dans une forme de vide qu'il faut quand même inclure dans son parcours professionnel. Pardon. Je peux encore rebondir et peut-être pas seulement une forme de vide. Enfin, personnellement, parfois, j'étais tellement prise par la situation que je vivais, enfin, prise émotionnellement et affectivement par la situation que je vivais avec Sarah, que je prenais pas du tout le temps. On manque aussi d'informations parfois en tant que parent et que voilà, on peut aussi nous reprocher en guillemets de ne pas aller chercher forcément cette information. Mais quand on est pris, enfin moi c'était comme ça que je vivais les choses, pris émotionnellement dans quelque chose de très difficile, c'est des détails en guillemets administratifs et pratiques. Qui nous semblent insurmontables. Ça va être la goutte d'eau qui fait déborder le vase. D'où l'utilité, voilà, aussi de cette plateforme de répit à laquelle on peut s'adresser pour avoir un interlocuteur, pour nous éclairer un peu plus sur nos droits. On ne va pas forcément penser à aller chercher l'information, mais voilà, ça aussi, c'est encore sensibiliser le public. Je dis souvent, en tant que parent, on n'est pas assez formé et informé à ce genre de situation. Voilà. Merci beaucoup, Isabelle, puisque ton témoignage nous permet peut-être aussi de faire une synthèse de nos partages, puisque l'heure tourne et le temps que nous avons dédié à cet échange est bientôt terminé. Moi, j'aimerais rappeler que l'objectif de notre démarche, en tout cas, donc ces démarches constituées dans le programme Rester actif, soutenu par la
Collectivité européenne d'Alsace, la MSA, par AG2R La Mondiale Arpège, donc nos partenaires financiers qui attendent de ce collectif, de ces partenaires, de ces expertes, d'aller informer, d'aller sensibiliser, d'aller former. Hein, c'est aussi l'objectif de cette formation des référents care, un peu d'anglais quand même, hein, ça apporte de la pêche, ou aidance, pour, comme tu disais Frédéric, finalement, accompagner, former, apporter une expertise nécessaire quand la technicité est là, la volonté est là. Et ça, je pense que c'est indéniable, mais on peut manquer d'outils. Donc là, l'idée de notre projet est de former les référents au sein des entreprises qui vont s'engager avec nous dans ce parcours expérimental, et par la suite de tester quelque chose de tout à fait nouveau et différent. Les experts qui, comme une sorte de rallye ou une caravane, en fait, qui va faire des escales chez ses employeurs pour accueillir sur place, pour amener l'expertise, la formation, la sensibilisation, l'information sur nos partenaires au sein même des entreprises, des organisations plutôt, aller dans le sens d'aller vers. C'est-à-dire que vous manquez de temps, vous manquez peut-être aussi de latitude pour aller explorer ce qui manque, eh bien, on va faire le pari que ce programme permettra d'amener ces informations sur place et de répondre à la question aussi des indépendants, puisque dans le cadre de ce programme, les entreprises s'engageront avec nous à ouvrir leurs portes non seulement à leurs salariés, mais également aux personnes exerçant en libéral de manière indépendante, justement sur ces bases de solidarité qui, pour moi, fait vraiment partie du vivre ensemble. Rappelons-le. Frédéric, le dernier mot? Oh, quelle responsabilité! Je dirais que effectivement, pour rejoindre ta synthèse, c'est œuvrons pour qu'il ne soit plus trop tard, hein, parce qu'on l'a souvent entendu dans vos témoignages, c'était souvent trop tard ou c'est arrivé tard pour que les personnes, les salariés ou en tout cas les actifs aidants ne soient pas exclus de leur espace de travail ou ne se sentent pas obligés de s'exclure aussi, de se retirer du jeu parce que les conditions ne sont pas requises ou parce que c'était trop tard en fait. Voilà, donc c'est vraiment notre objectif là d'agir pour que on reste actif. Restons actifs. S'il y a eu des questions ou des remarques à distance, moi je vous propose que on va les noter, on va les synthétiser et puis on va les adresser à nos expertes qui étaient présentes mercredi, jeudi, vendredi. Sandrine, Isabelle, Sylvie, Frédéric, je vous remercie très chaleureusement. Je remercie aussi nos fidèles auditeurs et spectateurs, cher public qui nous a suivis pour beaucoup durant les 3 séquences. Sachez et suivez notre actualité sur notre page LinkedIn, sur notre site. Très prochainement, nous allons communiquer, nous allons informer nos partenaires, les bénéficiaires, enfin toutes les personnes qui en ont besoin de la suite de ce beau programme. Et moi, il me reste à vous souhaiter un très bon week-end, peut-être des vacances aussi, voilà, qui se profilent, et de vous applaudir très fort. Merci.